Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tam Tam, le podcast du Pays du Mont Blanc. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Dumaret, qui est alpiniste, guide de haute montagne et conférencier. Et nous allons discuter de ce que tu as fait récemment, d'emmener des clients dans des phases assez difficiles. Donc bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que avant de parler de ça, pourrais-tu te présenter brièvement ? Et alors moi je suis originaire d'Annecy, j'ai 46 ans, j'ai eu la chance de commencer la montagne assez jeune où c'est la famille, c'est le papa qui m'a initié. Je l'ai un petit peu délaissé pendant l'adolescence, j'y suis revenu à travers les équipes départementales qui ont vraiment révélé finalement ce potentiel qui avait été cultivé pendant la prime jeunesse. Et puis après les équipes nationales avec les coachs, les premières expéditions, les premières grandes ascensions, pour finalement faire mon métier, en travaillant avec des marques, en collaborant comme conseiller technique, et puis en passant le diplôme de guide de haute montagne. Ok. À quel âge le diplôme de guide de haute montagne ? Et finalement, j'y suis allé assez tard, parce que mes modèles de guide étaient tellement dans le haut niveau que pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que je patiente. Il y a eu un petit décalage aussi avec les équipes FFME où il y avait une passerelle que j'ai pas forcément saisie. Donc finalement, j'étais guide, je crois, à 24 ans. Alors que ma liste de courses, à 18 ans, elle était déjà prête. Elle était faite. Okay. Mais voilà, et c'est vrai aussi depuis toujours, le récit et le fait de partager, c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. Où en fait, c'est vrai que pour moi, de rêver d'une ascension, de la grimper, de la partager, voilà, c'est trois différents versants, mais qui arrivent au sommet de la même montagne. Ce qui n'est pas le cas non plus de tous les alpinistes. Ouais, ça fait partie de l'aventure, exactement. Et pour moi, je vois des points communs entre cette transmission avec un client, des articles, des films ou des conférences. Finalement, j'adore cette transformation de prendre... de pouvoir amener un individu qui est dans un certain esprit, une certaine énergie et qui après un texte, un film, une conférence ou encore mieux une expérience en montagne va avoir une vision un petit peu différente. Ok, donc c'était vraiment une vocation finalement d'aller sur ce terrain-là. Alors je sais pas, parce qu'en même temps c'est tellement téléguidé avec... un papa, à mon avis, qui aurait vraiment rêvé d'être guide grand alpiniste, donc on peut dire que la latitude a été proche de 0 et que voilà, c'est des vies par totale transcription et voilà, des volontés finalement par transposition. Bon voilà, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, moi je tire vraiment mon épingle du jeu et je suis heureux de pratiquer cette montagne en pleine conscience. Mais oui, non, il y a eu un petit peu d'atavisme et de motivation familiale. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes compagnons de cordée ? Ouais, alors pour moi, ils sont importants, ces compagnons de cordée. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai été touché par les récits des conquérants de l'inutile ou des carnets du vertige et de... Vraiment, ces paroles qui sont assez rares dans toute la littérature alpine, où finalement, il y a rarement de la place pour 2 étoiles. Hein. On sent souvent que c'est une personnalité extrêmement forte qui va écraser l'autre. On le voit encore d'ailleurs aujourd'hui avec les grands noms actuels de l'alpinisme. Et avec Lachenal et Terray, il y avait vraiment quelque chose d'hyper beau qui a été écrit, de ce respect et de cette admiration mutuelle. Et du coup, moi, j'ai toujours revendiqué ce rapport à la cordée. Ça a été le cas avec Patrick Gabarou, que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans dans la voie Haute-Claire, au Bargy, avec mon papa. Je me souviens de la rencontre parce que lui, il a tout de suite reconnu. Il connaissait des magazines, donc il l'a abordé et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. On s'était dit qu'on ferait quelque chose ensemble. Bon voilà, moi j'avais 13 ans, même si j'étais déjà en tête avec le paternel, là c'était peut-être un petit peu tôt pour partir... pour les grosses balades. Et finalement, on s'est retrouvés, je crois, à mes 18 ans, on a commencé à faire des premières courses. Et Patrick, je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a un petit peu mis un pied dans ce monde professionnel de la montagne. Souvent, c'était ses projets, sa logistique, sa détermination,
C'est son rythme, tout. Ouais, quoi. son endurance, etc. Alors, certes, moi, j'amenais l'impétuosité, la technicité, l'engagement, avec des fois des ascensions où là, c'était pas 50-50. Dans les passages techniques, je pouvais être devant, mais finalement, cette cordée, elle a été vraiment équilibrée. Okay. Ce qui est assez rare, parce qu'on a quand même 30 ans de différence d'âge. Et on a pu grimper ensemble pendant 15 ans. Moi, c'est grâce à lui que je suis rentré chez La Fuma aussi, où ça a été des contrats qui m'ont permis de grimper. Il y a eu les premiers articles. Voilà, j'ai profité de sa notoriété. C'est comme ça que aussi, moi, j'ai commencé à pouvoir être identifié dans ce milieu de la montagne, à voir comment ça fonctionnait. Et encore une fois, les projets, c'était les siens. Hein. D'accord. Donc, il y a plein d'histoires qui ont été écrites grâce à lui. Et finalement, même si voilà, il y a 30 ans de différence d'âge, moi, je sortais des équipes FFME, donc bien énervé. Hein, des ascensions où c'est des fois un peu moi qui allais au charbon. Mais encore une fois, c'était équilibré. Et puis, ce qui m'a aussi inspiré avec Patrick, c'est qu'il y avait aussi, voilà, je parlais de cette dimension verticale. Il y a une consistance du bonhomme qui est assez rare chez les alpinistes. Déjà une capacité à partager ce qu'il pouvait faire. Ce qui est assez rare, avec une éloquence. Patrick avait fait des études de philosophie, donc une capacité à exprimer cette pratique de la montagne qui est complexe. Hein. On voit que ça fait des années que chaque alpiniste essaie de donner sa définition, de la transposer auprès du grand public. Patrick était vraiment talentueux par rapport à ça, il faisait aussi déjà des conférences. Et puis une dimension, une épaisseur humaine de quelqu'un qui était capable de passer le permis poids lourd pour aller amener du matos en Pologne via les scouts de Cluse, qui a passé des soirées entières au chevet de cancéreux, qui était aussi habité par cette foi chrétienne, catholique, avec toutes les contradictions qui vont avec, et les discussions qu'on a pu avoir, parfois un petit peu mouvementées. Il n'empêche que c'était concret. Là encore, avec sincèrement une verticalité, mais verticalité dans le sens de l'humain, quoi. Ouais. On n'est pas qu'un tube digestif, on n'est pas que des mammifères. Il y a aussi cette dimension qui renvoie au sens de la vie. L'élévation. Qui reste des énigmes, et puis quand même qui devrait être aussi une forme de priorité, quoi. Il y a 8 heures où on dort, 8 heures où on travaille. 8 heures qui restent où il devrait y avoir un petit moment pour cultiver une forme de sagesse, pour être des êtres un petit peu meilleurs. Bon voilà, chez Patrick, à travers cette foi extrêmement importante, que moi je partage, en tout cas qui n'est pas la même, on n'est pas exactement sur les mêmes dieux, les mêmes figures, les mêmes religions, qui sont finalement assez secondaires. Ce rapport à la foi, qui lui ne relève pas de l'ego mais du cœur, je le trouvais vraiment inspirant. D'accord. Et voilà, ça fait des êtres complets. Encore une fois, assez rare dans ce milieu de la montagne où l'ego prend de la place. Le rapport au risque, à la prise de risque, des fois, ça peut être quelque chose qui cache la forêt de pas toujours très sain. Alors, c'est le cas chez tout le monde, y compris chez Patrick, où ça peut être complexe. Chacun a ses histoires personnelles, des enfances. Un moteur, un carburant qui n'est pas non plus que celui des pâquerettes, de la cordée et de la beauté lyrique des paysages. Hein. Il y a des motivations qui sont très, très personnelles, hein, très singulières, mais en tout cas qui étaient aussi équilibrées, complétées, amplifiées par cet apport que moi j'ai toujours trouvé inspirant. Ouais. Okay. Et vous revoyez toujours ? Pas assez. Pas assez, finalement, on était aussi liés à travers ces ascensions là. Puis bon, avec l'âge, mais sincèrement, pas assez. Pas assez parce que les échanges sont toujours profonds, puissants, puis il y a cette complicité qu'on retrouve. Voilà, ces anciens compagnons de cordée, ça fait un peu comme des membres de la famille, quoi. Il peut y avoir un frère ou un cousin ou une sœur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais en fait, on se retrouve et tout de suite, la connexion se refait parce que des bivouacs, des ascensions, du mauvais temps, des sommets, voilà, il y a quelque chose qui a été écrit pour la vie. Pour la vie. Ça a été le cas avec Aymeric Clouet et la fameuse cordée ACDC. Comme le groupe de rock, ou alors tu peux dire aussi ACDC, dans le sens où on s'écrit quand même pas mal de buts, et on a fait quand même pas mal de tentatives en Alaska qui n'ont pas toujours été très fructueuses.
Et puis voilà, plus tard avec Yann Borgnet, je parlais de Charles Dubouloz avec qui j'ai pu faire une ou deux chouettes ascensions. Donc en tout cas, moi je suis content de grimper en cordée et aussi d'avoir cet apport d'épolarité, cet apport de compétences. Et puis on apprend de l'autre, vous n'avez pas tous les mêmes compétences. Puis bon, accessoirement, il faut aussi le moral pour grimper tout seul ou être dans le solo. Ça m'arrive de faire des grimpettes auto-assurées, mais pour les grosses balades, ça a souvent été en cordée. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était tes compagnons de cordée. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes clients ? Et qui sont-ils ? Quel genre de profil ils ont ? Et comment est-ce que tu décides des endroits où tu les emmènes ? Alors ces clients que j'appelle plutôt des compagnons d'ailleurs, bon ça reste des clients, oui, mais c'est vrai que ce qui va induire cette notion un peu commerciale, finalement, alors je ne sais pas si c'est une petite tournure de langage, mais voilà, finalement c'est quand même des compagnons avec lesquels il va y avoir une transaction commerciale à la fin, mais que je vois plutôt comme un échange d'énergie. Et qui est finalement assez sain, c'est-à-dire que moi j'apporte du temps, j'apporte des compétences, j'apporte un engagement qui à la fin se traduit par une somme d'énergie qui va être valorisée par une somme d'argent, mais je trouve ça pas forcément contradictoire. Je dis ça parce que je sais que ça, quand on a vécu des grandes choses avec un compagnon, d'avoir cette transaction commerciale à la fin, ça peut être un peu particulier. Ouais, tout à fait. Bon, finalement, une fois qu'on a risqué sa vie pour réaliser le rêve de quelqu'un, moi, je trouve qu'à chaque fois, finalement, la valorisation est en dessous de ce que ça vaudrait. Parce que quand on n'est pas de retour à la maison le soir, combien ça coûte ? Finalement, ça n'a pas de prix. Mais oui, là, récemment, j'ai pu faire des chouettes balades en tant que guide. Ouais. Et donc, c'est quoi ? C'est toi qui proposes ? C'est eux qui arrivent avec des idées peut-être des fois un peu supérieures à leur niveau ? Comment ça se passe ? Là, moi, j'ai la chance d'être encore bien en forme et de pouvoir assumer ces grandes ascensions. Ce qui est très particulier parce que là, quand tu agis en tant que guide, il va falloir être en capacité d'assumer, quoi. Vraiment de A à Z. Souvent, quand on part dans des grandes ascensions, on fait des blocs de longueur, de 3, 5, 7 longueurs. Et après, on est quand même content de pouvoir passer la main, quoi. De pouvoir grimper en réversible. Parce que physiquement, parce que moralement, voilà, ça t'use un peu. Bon, voilà, là, avec un client, même s'ils ont des très bons niveaux, dans des courses engagées, moi, je ne vais pas les laisser passer devant, quoi. D'accord. Alors, ça peut être le cas dans des grandes voies d'escalade, mais quand il y a un risque, c'est moi qui suis devant. D'ailleurs, ils me proposent rarement de passer devant, accessoirement. Ouais. Et donc, c'est particulier. Finalement, on se retrouve même sur des courses qui sont moins prestigieuses que des très, très, très grandes courses, finalement, de pouvoir emmener quelqu'un qui était au bureau la veille et qui retournera au bureau le lendemain et qui n'est pas dans une démarche ni professionnelle, ni d'amateur, j'allais dire chevronné, c'est finalement un sacré défi, quoi. Bien sûr. Et du coup, je crois que ce défi me plaît. Je crois que ça me plaît aussi de pouvoir inscrire ces grandes courses voilà, dans cette liste et dans ce parcours de guide de haute montagne, ce qui n'est pas nouveau, hein. À la tragédie du Freinet, Walter Bonatti est avec un ami et un client. Enfin, voilà, on retrouve cette culture de grands alpinistes qui ont pu être aussi en capacité d'emmener des compagnons, des clients dans des grandes balades. Donc, ouais, c'est des vrais challenges. Mais peut-être que c'était aussi, ces pionniers, tu parlais de Bonatti, peut-être que c'était aussi une autre époque. Peut-être que maintenant, ça se fait. Vous êtes peut-être peu nombreux à proposer ça à vos clients, non ? On est peu nombreux là en France, sur les 1500 guides. Ça se compte sur les doigts d'une à deux mains, sincèrement, et même là pour les grandes balades, ouais, moi j'ai pas 36 noms en tête. Ouais. Donc oui, je le disais, il faut être en capacité d'assumer.
Et voilà, ce qui est aussi finalement valorisant. Après, c'est des rêves. Le bonheur et la satisfaction au sommet des voies est proportionnel à la taille et à l'engagement des sommets, quoi. Donc, je parlais de cette transformation qui me plaît, d'avoir des clients qui arrivent avec une certaine vision du monde, souvent assez noire, même si elle est réelle, des autres. De même, c'est le voyage en voiture ou le début de la marche d'approche qui est assez, parfois un peu lourde. Hein. Ouais. On est sur de la basse fréquence et de la forte densité. Et voilà, j'aime cette transformation de la phase d'incubation, de la marche d'approche, où ils commencent à lever la tête, où ils éteignent le téléphone, où ils commencent à transpirer, à se purifier un petit peu l'organisme, à regarder autour d'eux, à se sentir acculés au refuge, où ils se disent « mais merde, en fait là, ça fait 5 ans que je rêve d'un projet qui en plus me coûte cher, et dans quoi je me suis embarqué, et on va y laisser notre peau, et tout ça est absolument pas raisonnable, et je vais extrêmement mal dormir. » Et voilà, et finalement, après, on part dans l'action. Ils sont catapultés dans ces instants de conscience. Hein. Je pense que, à mon avis, c'est, selon moi, une des premières motivations de l'alpinisme et de cette définition de l'alpinisme, c'est cet état de flow, cet état de conscience obligatoire, imposé par cette pratique qu'on va chercher, qui est extrêmement difficile à mettre au quotidien. Un peu de la transcendance. On devrait boire du café, on devrait boire un verre d'eau, on devrait passer l'aspirateur, on devrait conduire et même aller aux toilettes avec ce même état de conscience. Pour moi, c'est extrêmement difficile. Parce que le mental, parce que l'ego, parce que voilà, et en fait, on n'est jamais dans ce qu'on fait. En montagne, voilà, il y a cette obligation. Donc, il retrouve cet état-là. Et du coup, oui, il se passe quelque chose, une transformation assez extrêmement forte avec le sommet, avec la reconnaissance, avec un retour à l'estime de soi, avec une appréciation de soi-même qu'on retrouve, que ce soit pour un gamin qui a bossé par la vie en séjour de rupture, qui est en échec de tout, partout, depuis toujours, ou un patron du CAC 40. C'est exactement les mêmes leviers. Et du coup, après, on redescend, et il y a cette phase, de redescente, où là, voilà, il retrouve ce que j'appelle une espèce de vision juste. Enfin, quand je dis « il », c'est « on », parce que moi, je la retrouve avec eux. Avec eux aussi, ouais. Et là, ils m'appellent véritablement en sortant d'un monde minéral, de neige, de glace, de roche, de vent, parfois de foudre, où ils m'appellent pour me montrer une pâquerette, quoi. Ils m'appellent, ils me disent « mais Christophe, on redescend dans le Val-Vény, tu redescends du coup des Joras, et là, c'est la résurrection, ou la nouvelle naissance, quoi. C'est-à-dire que le chamois, la pâquerette, c'est le regard du natif, quoi. Ouais. Et puis 2 mètres après, c'est la même chose avec un ruisseau. Viens voir, c'est exceptionnel. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Regarde sur un ruisseau, mais c'est magnifique. Ouais. Et je pense qu'en fait, il se doutait, ou il disait peut-être que je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Et du coup, quand on boit un coup, à la fin, pareil, à la fin, ils boivent un coup comme on devrait boire un coup. Ouais. Que ce soit un jus de fruits, le fameux verre d'eau d'Edlinger, et le sandwich qui décrit très bien dans Opéra Vertical ou La vie au bout des doigts. C'est voilà, ils boivent une bière parfois avec des larmes aux yeux, quoi. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette vision juste. Je crois qu'il y a des grands penseurs. Je parle sous le contrôle de nos amis philosophes, mais je crois que c'est Spinoza qui parle de pensée adéquate. C'est-à-dire des pensées plutôt positives, des pensées plutôt du côté de l'enthousiasme. Celles qui augmentent considérablement ton pouvoir d'agir. C'est pour ça qu'il faut les cultiver. C'est que les pensées négatives, elles réduisent un peu l'individu, et les pensées positives, elles ont tendance à l'augmenter. Voilà, ils retrouvent ça. Ils retrouvent ça, ils boivent une bière comme on devrait boire une bière. Et du coup, la discussion au retour est philosophico-spirituelle. Enfin, là, ils sont l'espace d'un instant dans cet état de flow. Alors, il y a aussi endorphine, dopamine, cortisol, dopamine. Voilà, on est plein de... Plus la beauté qui nous a teinté de cet environnement grandiose, etc. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment, du coup, cet état que je retrouve avec eux,
C'est hyper intéressant. Alors après, ils vont rallumer la radio, BFM TV. On rallume le portable. Et ça va vite, tout ça va vite se dégrader. Mais en tout cas, c'est ce qui me plaît. Et du coup, dans ces grandes ascensions, il est vraiment aussi décuplé. Ouais. Bah c'est ça, c'est une parenthèse enchantée, un espèce de voyage initiatique. Donc en fait, c'est presque une thérapie que tu leur proposes, moyennant une somme d'argent modique. Non, je pense que tu règles aucun problème en montagne et que du coup, ils te rattrapent assez vite. Ça peut même être l'inverse. Hein. On dit que les gens qui prennent plus de risques dans leur vie, c'est finalement ceux qui ont les plus grandes angoisses intérieures, sur lesquelles ils n'ont pas de prise, et à travers la pratique notamment de la montagne, ils vont tenter de retrouver prise au propre comme au figuré. Mais des fois, ça peut être plus inconfortable d'aller frapper à la porte de quelqu'un pour aller demander de l'aide ou enlever un caillou dans la chaussure que d'aller s'affronter dans une grande face nord, de laquelle on va retrouver une certaine forme de gloire. Donc non, je crois qu'on règle absolument rien en montagne de ces problèmes personnels. Par contre, voilà, on retrouve cet état, voilà, cet état de conscience. Et l'idée, c'est plutôt d'arriver à le conserver en bas dans la veille. La vraie vie et la grande partie de l'existence, elle est plutôt en bas. Hein, elle est dans ce monde d'en bas, avec toutes les difficultés qui va avec. Mais du coup, d'arriver à garder cette vision, cet état d'esprit des sommets, de pouvoir le transposer dans la vie de tous les jours. Mais bon, je pense que c'est du domaine du brossage de dents, en fait. À chacun de trouver ses rituels. On ne peut pas être en face nord tous les jours. Voilà, moi, c'est un peu ma pharmacopée. C'est mon médicament ou ma méthode, ça reste celle-là pour prendre ce shoot, hein, on l'a dit, hein, il y a un shoot, il y a une dépendance à toutes ces hormones et ces neurotransmetteurs, mais aussi à retrouver cette vision-là. Mais il y en a d'autres, j'ai des clients, c'est la musique baroque. Hein. Il y en a, c'est le yoga. C'est la même chose avec ça. C'est la cuisine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on... Ou le voyage. C'est assez souhaitable. Hein. Enfin, moi, je recommande pas la pratique forcément de l'alpinisme. En face nord. Il y a quand même accessoirement tout à perdre. Hein. Enfin, voilà, faut pas occulter le côté risque. L'envers du décor. Sur les conséquences que peuvent avoir ces ascensions. Donc justement, on parle de ces faces nord. Quel est ton rapport avec les Grandes Jorasses et est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement cette dernière réalisation, la Gousseau de Maison, une voie historique que tu as réalisée il n'y a pas longtemps avec ton client? Alors mon rapport au Joras, je pense qu'il est obsessionnel. Là. Obsessionnel, donc là, ça mériterait peut-être justement d'aller consulter. Allongez-vous. Pour moi, c'est ce qui est particulier. On parle d'immenses faces qui font plusieurs kilomètres de large sur parfois plus d'1 kilomètre de haut. C'est des forteresses austères. Quelle idée de vouloir aller passer du temps là-bas. C'est quand même très particulier. Hein. C'est long pour y aller. Ouais, c'est ça, c'est long, c'est engagé. Ces faces nord qu'on associe souvent aux 3 derniers problèmes des Alpes, les 3 dernières faces qui ont été gravies, hein, face nord du Cervin, de l'Eiger, des Joras, c'est aussi parce qu'elle condense les difficultés qu'on peut retrouver en alpinisme. Avec l'absence de soleil, l'austérité, ce mélange de neige, de glace et de roche. Bon, finalement, moi, ça me plaît parce que il faut faire appel à toutes ces compétences d'alpiniste. La face nord des Joras, pour moi, c'est la face nord des Alpes. Je trouve que c'est vraiment celle qui, c'est pareil, qui résume voilà, ce qui peut se retrouver de plus intéressant, de plus difficile, de plus engageant. Il faut s'imaginer un immense accordéon géant fait de piliers et de renfoncements qu'offre en même temps tout un mystère. C'est des faces qui ne sont pas lisibles, à la différence de l'Eiger qu'on voit très bien de Grindelwald aussi, hein, qui a fait la réputation de la face. La face nord du Cervin, faut aller la chercher. Et c'est des faces qui sont complexes, il y a plein d'itinéraires, il y a une grande diversité. Voilà, donc je crois que là, c'était peut-être la 15e fois que je me retrouvais dans cette face nord, la dernière fois dans la Gousseau de Maison avec mon client. Ok, donc c'est le client qui avait envie d'aller dans cette voie ou... En fait, avec Didier, on avait déjà réalisé du coup ce triptyque des 3 grandes faces nord, Eiger, Cervin, Joras. Je pense qu'il se demandait ce qu'il pouvait faire derrière. Il a évoqué avec moi la Gousseau, où j'ai eu un petit mouvement de recul. À chaque fois, moi, je suis partagé parce que là, j'ai
des compagnons, des clients qui me parlent de voies qui sont sur ce qu'on nous on appelle nos dreaming lists, nos listes de rêves d'alpinistes amateurs de haut niveau, quoi. Et je dis non, mais là, c'est peut-être un peu trop. Là, entre l'éperon slovène, Walker ou la Gousso du Maison, il y a un vrai gap. Ok. En termes de difficulté. C'est ça, en termes de difficulté, d'engagement. De risque. Une fois que vous avez fait quelques longueurs dans la Gousso de Maison, la sortie, c'est soit au sommet, soit avec le ventilateur, enfin les secours et l'hélicoptère. Hein. Il n'y aura pas de marche arrière. De rédemption, de descente en rappel, quoi. Engagement total. Et il y a des topos où c'est 36 longueurs. Ok. Et il y a peu de longueurs où on marche, quoi. D'autres lignes dans les Joras où il y a cette grande rampe d'accès par des grandes pentes qu'on va retrouver dans la face nord, dans le bas de la face nord du Cervin ou la face nord des Droites. Où finalement, il y a presque une moitié ou des fois plus de l'ascension où c'est des pentes de neige et de glace. Ouais. Bon, là, dans la Gousso, c'est dès l'arrivée, dès le passage de l'arrivée, on est dans le vif du sujet. Hein. Dans la grimpe. Donc tout ça n'est pas du tout raisonnable. Mais voilà, je me dis voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il va falloir, c'est des projets qu'il va falloir construire. Bien sûr. Donc là, il y a eu parce qu'on s'adapte au rythme du client. Ce client avec qui j'ai quand même un sacré parcours. Avant ces 3 faces nord, il y a eu d'autres voies de mixtes, hein, de haut niveau, de grandes envolées. Et là, avant cette Gousso, je lui dis ok, mais il y a 3 week-ends de préparation de mixte avant. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, c'est sûr. Pour lui, c'est aussi des vrais engagements à tous les niveaux. Ok. Et du coup, alors cette voie, vous en avez parlé avant, vous vous êtes dit, bah, là on va faire un bivouac, on fait quoi? On fait ça toute à la journée? Comment ça se passe? Sur la stratégie, c'est jamais évident, c'est aussi les conditions qui dictent le tempo. Mais oui, c'est sûr qu'il y allait avoir un bivouac, j'espérais un, on part pour 2. Encore une fois, c'est les conditions qui vont dicter le parcours. Mais oui, il y a toute une stratégie à adopter avec des voies qui peuvent pendant une année ne pas être pratiquées. Là, ça a été fait en novembre dernier. Là, ça n'a pas été le cas au printemps. Je crois qu'il me semble qu'on a été plus ou moins les seuls ou peut-être une cordée de grimpeurs des pays de l'Est. Ok. Mais voilà, donc c'est jamais évident. Après, c'est des projets qui peuvent pas non plus s'étaler sur la fenêtre sur 5 ans. Oui, mais même pour moi, en termes d'implication, il faut que je reste disponible, que j'en fasse une priorité dans mon emploi du temps, accessoirement quand même d'être relativement en forme. Donc on est toujours dans cette ambiguïté à vouloir solder le projet relativement rapidement, attendre des conditions favorables, des emplois du temps qui s'alignent. Donc voilà, c'est aussi une alchimie particulière. Bien sûr. Et là, j'ai vu qu'il y a le créneau qui s'annonçait. Je savais que la face était sèche, qu'il y aurait peu de plaquage. Je me suis renseigné auprès de grimpeurs qui l'avaient grimpé dans des conditions comme ça. Bon, accessoirement, des très très forts grimpeurs, dont la parole est à mettre entre parenthèses. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, allez... faut y aller. Tentons-le comme ça. J'avoue que j'étais aussi assez partant pour y aller dans une forme un peu de confidentialité. Okay. J'aime pas trop là quand il y a une ligne qui commence à être en condition, que la nouvelle se répand sur les réseaux sociaux et qu'il y a un petit peu tout Chamonix qui défile à la queue leu-leu à suivre les traces d'urine présentes tous les 50-60 mètres à chaque relais. Voilà, pour cocher une ligne où on est quasiment garanti de la réussite. Bon voilà, je jette pas du tout la pierre et je comprends très bien qu'il y en ait qui attendent, qui aient besoin et puis qui saisissent un créneau. Les créneaux sont rares, quand ils sont là, il faut y aller. Mais là, finalement, je trouvais ça assez intéressant d'être dans l'intimité de la face nord des Joras. En tout cas, nous, on était tout seuls pour faire la trace, tout seuls pour franchir une rimée qui était vraiment délicate, et tout seul pendant l'ascension, et tout seul pour faire la trace de descente. Donc c'est vraiment des face nord qui se méritent. Voilà. Et donc là, tu as été, comme tu nous l'évoquais tout à l'heure, c'est toi qui as tout fait en tête. Il a pris le relais un petit peu? Alors, moi, j'ai jamais fait trop d'ascension à 2 guides. Je sais qu'il y en a qui apprécient ça pour partager l'engagement. Bon, moi, j'avoue que si je parcours aussi ces itinéraires, c'est aussi pour gagner ma vie. Et il y a tellement de temps consacré avant à la préparation du projet, à l'analyse des conditions, au check météo, aux échanges
avec le compagnon, ouais. que s'il faut partager le coût de la course en deux, même si c'est des itinéraires et des sommes importantes, bon, autant faire des courses finalement plus modestes, quoi. Donc voilà, puis moi je me sentais en capacité vraiment de pouvoir leader la course en entier. Ok. Mais quand même là, moi j'en ai soufflé à l'oreille d'un jeune guide qui s'appelle Charlie Richer, dont je savais qu'il voulait faire cette voie. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, moi j'y vais pour guider, mais si tu veux venir avec nous, voilà, mon gars il est préparé. Donc tu as fait comme Bonatti. Si tu veux venir, t'es le bienvenu. Et je savais qu'il y aurait quand même une valeur ajoutée, ne serait-ce que pour enlever le matériel, ne serait-ce que pour assurer en même temps, ne serait-ce que pour partager le poids du matériel pour l'approche, ne serait-ce que pour faire même que quelques longueurs en tête. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Charlie, il est venu, bon, finalement il a été plus que défrayé, où il a pu quand même participer, avoir une valorisation pour l'ascension, qui n'était pas exactement à 50-50, pour être totalement transparent, mais qui était quand même plus qu'un défraiement. Et c'était super qu'il soit là, parce que oui, en effet, on a pu partager plus sur la partie logistique un petit peu les responsabilités. D'accord. Après, en toute honnêteté, c'est quand même pas mal moi qui suis allé au charbon et au combat dans la voie. Il a fait quelques longueurs en tête, mais je crois qu'il était aussi content que je puisse reprendre le lead et voilà. Non, c'est top. J'avais pu faire une expérience aussi avec Tom Livingstone, d'ailleurs avec la même personne, avec Didier dans les Slovènes, dans des conditions pas faciles. Là, ça avait été un peu différent, c'était presque partagé la face en deux avec Tom. Bon, ouais, Tom, voilà, il était piolet d'or, il revenait de grosses ascensions à l'autre bout du monde. C'était un profil un peu différent, mais en tout cas, voilà, là pour la Gousso, on était quand même à 2 accompagnants et c'était extrêmement confortable. Et puis même en termes d'ambiance, au-delà de l'association de compétences ou l'association de malfaiteurs, si on ramène ça à finalement voilà, une association qui est aussi en lien avec du boulot et puis avec, je le disais, des compétences. C'était vraiment super que Charlie soit là, parce que c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, qui est enthousiaste. Ça rajoute voilà, à l'aventure. Que ce soit pour moi ou pour Didier. Finalement, moi, il commençait déjà à m'assurer, alors qu'il finissait d'assurer Didier, duquel il avait enlevé un certain nombre de freins, de protection. On a pu, pendant qu'il y en a un qui montait la tente, aller fixer la rimée le premier soir. Donc c'était un vrai support. Du gain de temps et Enfin, voilà, il y a encore une fois, il y a le côté technico-pratique, et puis il y a ce qu'on va vivre aussi là-haut. C'est vrai que pour moi, c'est aussi important. Enfin, la fin ne justifie pas les moyens. Surtout là, aujourd'hui, finalement, le chemin pour accéder au sommet, il a quasiment autant d'importance que le sommet. Et dans le chemin, il y a l'autre. Bien sûr. Il y a la cordée, il y a ce qu'on va vivre. Les autres, là, nous, on a des souvenirs qui vont rester gravés à vie, et tout ça a finalement aussi beaucoup de valeur, quoi. Bien sûr. Donc, ravi que Charlie ait pu faire partie du voyage. Et alors justement, est-ce qu'il y a eu dans cette ascension, qui a donc finalement elle a duré 2 jours? Finalement, elle a duré 2 jours, plus l'approche. Plus la journée d'approche. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments de la part de Didier, des moments de doute, des gros moments de difficulté? On a pensé au renoncement? Il y a eu ce genre de choses ou pas? Non, je pense qu'il était vraiment bien préparé, extrêmement motivé. Donc sincèrement, moralement, il a été solide. D'ailleurs, il a fait 2 petits montages qui sont disponibles sur YouTube, qui sont très sympas. Moi, j'avais quand même la GoPro sur la tête avec le wide angle, là, l'optique large, donc les images sont super sympas. Il a fait 2 montages qui sont chouettes, que vous pouvez découvrir. Et non, il a été solide. D'accord. Il a été solide. Il n'y a pas eu de tension particulière. Moi, il y a quand même une longueur ou 2 où j'ai grogné dans ma barbe, mais où j'ai quand même dû grimper sans gants plusieurs longueurs, tenir quelques réglettes. Les conditions étaient sèches, donc on était dans des difficultés autour d'M6, qui sont des contations mixtes, qui commencent déjà à être un peu soutenues, assez fréquentes, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a grimpé quasiment du bas jusqu'en haut, à part 1 ou 2 passages dans les rampes. Toutes les longueurs ont dû se mériter. Notamment 1 ou 2 où voilà, il y a un moment, le leash de mon gant qui a cassé, j'ai perdu un gant.
se sortir les doigts des narines, comme on dit là. Donc voilà, il y a au bout de la 5, 6, 7 ou je sais pas 10e longueur, un peu costaud, il y a des petites tensions, un peu d'impatience qui pointe. Donc non, à ma charge, peut-être 1 ou 2 injures qui ont volé, mais qui étaient entre moi-même et moi-même, quoi. Mais sinon, dans l'ambiance, c'était très bonne. Bon, bah, c'est super. Donc oui, on est parti, on a fait l'approche le premier jour de l'Italie. On a dormi, on a fait le choix en termes de stratégie de dormir à la Rimée pour gagner toute cette approche un peu longue. On a laissé une tente avec nos skis vraiment proche de la Rimée de la Walker, qui est presque commun, enfin Walker linceul Gousseau. On a fixé cette première longueur de la Rimée le premier jour. Vraiment pas facile. T'es content de la passer 2 jours et pas à 2h du matin avant d'attaquer. On a pu bivouaquer un endroit relativement confortable qui est à R18 suivant les topos ou 22 suivant d'autres. Alors moi que je trouvais confortable, après quand on arrivait et que j'ai dit à Didier qu'on bivouaquait là, il a quand même fait une drôle de tête. Il m'a dit « Ah, c'est là !» Ah, c'est là. Ah. Et c'est vrai qu'on était les premiers à passer, donc les emplacements n'étaient pas creusés. Il faut creuser et tout. Ouais. Il faut faire apparaître un petit peu son nid douillet. C'est vrai qu'il faut un peu d'imagination quand on arrive, qu'il y a une espèce d'arête neigeuse assez raide. Parce que c'est ça, quand on est aussi avec le client, il s'attend, peut-être pas à du confort. Non. Mais... un bivouac allongé, dans ses faces, c'est vraiment 4 étoiles. Hein. Donc là, on n'était pas vraiment allongé quand même. On était plutôt entre assis et en position fétale pour les plus chanceux. Finalement, Didier était pas trop mal en bas. Et moi, j'étais assis. Mais j'ai réussi à me mettre finalement complètement en boule sur les côtés, à être plutôt bien contre toute attente. C'est-à-dire que dans l'espace qui m'était imparti, je suis passé de assis à recroquevillé d'un côté et de l'autre. Et finalement... C'était pas pire. Même avec les jambes recroquevillées comme ça, c'était pas mal. Et le lendemain, on a pu être au sommet vers 15h30. Ah oui, donc parfait, au soleil. Voilà, je me suis bien excité en tête dans les longueurs. Il a encore fallu creuser cette rimée sommitale. On a un peu l'impression d'être au Cerro Torre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'issue pour vraiment déboucher au sommet. D'accord. Et finalement, moi, j'ai pris l'option de creuser un tunnel dans la rimée là, et de faire une petite acrobatie pour et grosse épaisseur alors pour sortir. Et voilà, il a fallu se créer un passage. Le passage. Donc c'était encore une fois une Gousseau qui se méritait. Ouais, mais c'est génial pour faire la trace toute la descente. Et donc là, pas de ski. Non, les skis là sont à la Rimée. On peut vraiment pas les trimballer avec nous dans la face, ce serait totalement impossible. D'accord. Je l'ai fait une fois il y a très longtemps avec Émeric Clouet, où je lui avais vendu la face sud des Joras en ski. Donc on avait trimballé tous nos ferns, nos petits skis d'approche à l'époque dans la Slovene Cross à droite là, ce qui avait été une très très mauvaise idée. Très mauvaise idée pour grimper en mixte. Et lui, je crois qu'il n'avait pas chaussé une fois de toute la descente. Voilà, c'est des descentes raides, on était en ski d'approche, mauvaise neige, chaussures en cuir. Donc ça, on peut mettre ça du côté des erreurs de jeunesse dont je porte toute la responsabilité. Et alors justement... Et je pense qu'Émeric s'en souvient. On parle de but. Est-ce que ça t'arrive assez régulièrement justement d'en avoir avec des clients? Des endroits où finalement vous renoncez à terminer le projet? Comment les clients le prennent également? Finalement, non, pas trop. Sincèrement, il y a pas mal de réussites en tant que guide parce que voilà, moi j'ai aussi le luxe, ou je sais pas si c'est le professionnalisme, mais en tout cas de partir quand les voyants sont ouverts. Voilà, les bonnes conditions. Je pense que c'est aussi peut-être parce que j'ai la possibilité de vivre avec d'autres métiers qui complètent, qui a une pression un petit peu moins forte. C'est vraiment pas évident pour un guide lorsque vous avez eu des échanges avec un client, des dates qui sont calées, de dire ah ben non, les conditions sont pas bonnes, on annule. Bon voilà, ça c'est à la discrétion de chacun des professionnels, mais il y en a qui disent la date est fixée, elle est fixée. Si les conditions sont pas bonnes au Mont Blanc, on ira au Grand Paradis, on ira ailleurs, mais en tout cas on n'annule pas. Ok.
Bon, là, c'est des projets spécifiques. C'est des projets vraiment spécifiques, ouais, exactement. Pour la Gousso de maison, je ne vais pas lui proposer autre chose. Le Grand Paradis. Un Grand Paradis. Ça va pas marcher. Il n'y a pas forcément d'équivalent. Non, c'est ça. Et donc là, il faut vraiment qu'on parte quand les voyants sont au vert. Donc ils sont OK aussi pour être flexibles et disponibles. Ah bah là, ça fait partie du contrat de base. C'est que moi, si j'en fais une priorité, il faut aussi qu'eux en fassent une priorité. Tout à fait. Et c'est la montagne, c'est les conditions qui vont dicter le départ. Absolument. Donc voilà, après si, là par exemple, parce que moi je fais pas non plus que des grandes courses, bon je fais aussi vraiment pas que des Mont Blanc par la voie normale, mais j'en ai fait un par les 3 Mont Blanc l'été dernier avec un client anglais, bon voilà, au milieu du maudit, il m'a demandé de faire demi-tour, il se sentait pas d'aller en haut, on a fait demi-tour, donc voilà, on s'est pris un but sur les 3 Mont Blanc. Mais là, c'était ça arrive. Oui, là, ça venait de lui, peut-être de sa préparation, un petit mal des montagnes ou quelque chose. Non, c'est... Bon, là, c'est sûr que je le vivrais pas très bien si je m'embarquais dans une voie costaud, engagée en montagne, et que c'est moi qui avais une défaillance physique, psychologique. Bon, voilà, ça peut arriver. Hein. Ça pourrait arriver. Ça peut arriver. Pour l'instant, ça t'est déjà arrivé ? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça arrivait en expédition, hein, de faire des mauvais choix, d'avoir des ruptures de morale, de mauvaise gestion de l'effort, de l'engagement. Voilà, aujourd'hui, si j'analysais ça dans le rétroviseur, des erreurs, hein, des erreurs plutôt stratégiques. Stratégiques, ouais. Ou alors même des fois de viser des objectifs un peu trop gros pour nous. C'est-à-dire que il y a le rêve à la maison de grandes ascensions, et puis quand on est au pied, quand tu es sur place sur des très très grosses montagnes avec des notions d'engagement que moi j'ai toujours ressenti complètement différentes du coup des Alpes. Hein. Là, moi j'ai quand même le téléphone dans la poche. Oui, on sait que le secours n'est pas loin. Il y a la 5G, par temps clair et sans vent, on peut imaginer, si vraiment il y a un problème, avoir un support. Bon, il y a un paquet d'endroits sur la planète où voilà, tu es totalement seul, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment compter que sur toi-même, et on sent vraiment qu'on coupe les ponts. Hein. On coupe les ponts avec... alors je ne sais pas si c'est avec la vie, mais en tout cas, voilà, le camp de base à une semaine du premier village, que le camp avancé déjà 2 jours du camp de base, et que ça fait 2 bivouacs qu'on fait dans la face, ou que la redescente c'est déjà plusieurs jours pour retrouver ce camp de base où on sera encore loin de tout. Non, c'est sûr. Voilà, il faut rien qu'il arrive, quoi. Donc l'arc alpin, finalement, c'est quand même des ascensions à taille humaine. Tout à fait. Mais je crois que le même Terret déjà disait dans les années 60 qu'il ne pouvait pas s'empêcher de comparer toutes les phases des Alpes à des pentécoles. Presque, ouais. Parce que Terret, dans les années 60, il était déjà allé en Alaska, en Patagonie, au Tibet, au Népal, pour des ascensions complètement dingues sur des montagnes extraordinairement ambitieuses, quoi. Donc, déjà en 1960, il trouvait que ces montagnes alpines étaient des petites montagnes, quoi. Et tu emmènes par exemple ce fameux Didier ou d'autres clients en expé ? Non, pour l'instant, là, moi, j'ai essayé de garder ces créneaux longs des voyages plutôt pour des voyages personnels. D'accord. Mais ça peut peut-être venir. Tu pourrais le considérer, ouais, ça peut peut-être venir. Mais même sans parler de grandes ascensions engagées en altitude, mais il y a des très belles destinations d'escalade. Bon, moi, ça fait quelques années que j'ai essayé de réduire un petit peu les trajets. Bon, là, j'ai de nouveau bien envie de voyager, et puis j'allais dire de le faire correctement, mais je ne peux pas faire la morale à la jeune génération en leur disant de ne pas monter dans un avion, parce qu'on l'a suffisamment fait pour avoir aucune leçon à leur donner. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai quand même bien profité un peu de mon quota, quoi. Donc là, ça fait quand même quelques années depuis le Covid où il y a une petite remise en question, où j'ai essayé de réduire et d'être aussi sur des ascensions un petit peu plus locales. Et je pense que c'est aussi un des vecteurs intéressants de cette transition, c'est de voir qu'on peut faire du plus avec du moins. Je peux parler d'expéditions locales qui sont des meilleurs souvenirs que des expéditions lointaines. On peut penser que c'est qu'il faut aller loin, un renoncement, une forme de sacrifice, et finalement il peut y avoir une valeur ajoutée à revisiter un relief, à trouver une ligne éditoriale pour une ascension, plutôt que de faire juste monter-descendre ou juste ouvrir une antépénultième ligne
Quelque chose de connu. à l'étranger. Ouais. Voilà, il y a eu des périples entre la dent de Croll et le Granier par les voies d'escalade qui surplombent le Grésivaudan pendant une semaine, qui sont des parenthèses Des bijoux, enchantées, ouais. où moi je suis revenu satellisé de ce petit sentier qui surplombe les falaises, de belles voies d'escalade, de soirées au coin du feu, voilà, des semaines complètement hors du temps, où l'implication économique est proche de zéro, la logistique extrêmement loin. modeste, il n'y a pas de problème de météo, il n'y a pas de problème de transactions commerciales avec l'agence, les yakman, les porteurs. Bon, Les voilà, je hélicoptères, veux pas, les trucs. ces voyages-là sont extraordinaires. Hein. Enfin, je veux pas du tout les dénigrer, j'en ai profité. Ils continuent à me faire rêver. Mais voilà, il y a eu un périple Bonatti dans le massif en automne pendant 6 jours qui était hors du temps avec Yann Bornier. On avait traversé le massif des Écrins avec Émeric Clouet, pas forcément par les voies les plus dures, mais presque 15 jours dans le massif des Écrins en automne. Voilà, c'est le Ladakh ou le Zanskar. Enfin, c'est des parenthèses complètement folles. Donc voilà, moi, il y a eu aussi un certain nombre d'enchaînements alpins. Le tour de la chaîne des Fils par les voies d'escalade, où je retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette phase amont qui permet de rêver, d'imaginer un projet, de le créer avec toute la diversité qu'il y a avec. Le tour de la chaîne des Fils, ça commence par l'arête nord de la Pointe de Salle, il y a des itinéraires de chamois, il y a des voies dans l'Huit classées Abo, il y a des voies sur Friend, il y a des parcours d'arête, il y a des voies historiques. Ouais, Finalement, tout ça compilé sur le temps long d'une itinérance, je trouve ça assez magique. Avec ce mélange de ce que j'appelle un peu la rencontre de l'abscisse et de l'ordonnée. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement horizontal avec toutes les transformations de l'itinérance qu'on va retrouver dans un pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. En fait, vous vous transformez pendant cette itinérance avec le côté vertical de l'ascension. Ouais. Et du coup, les deux associés ensemble, pour moi, c'est vraiment un mélange exceptionnel que j'avais un petit peu découvert ou qu'un Patrick Béraud m'avait inspiré dans sa fameuse traversée des Alpes. Pas de notion de temps, pas de notion de chiffres, de dénivelé, dont on entend pas mal parler en ce moment, ce que je peux comprendre. Hein. Des avions de chasse absolus, des Matteo Jacquemou, des Benjamin Védrine, enfin voilà, des alpinistes hors normes avec des poumons et des cœurs. Et des cœurs hors normes. Je comprends qu'ils aient besoin en même temps d'aller sur des grosses montagnes et d'appuyer sur les pédales, quoi. Alors justement, ça tombe... je trouve ça génial, mais c'est vrai que pour moi, cette montagne, c'est un peu un environnement sacré qui doit s'affranchir des contraintes du mètre et de la seconde. Pour moi, le stade, il est plutôt en bas, quoi. Bien sûr. Et que là, cette montagne, elle a une épaisseur, elle a une dimension qui est largement plus dense et plus inspirante et plus large que simplement un chiffre. Même si, encore une fois, je les respecte et je les dénigre pas du tout. Hein. Justement, c'était ma question. Bah voilà, tu as répondu. Ok. Et moi, on s'est inscrit aussi dans des projets comme ça. On avait fait 3 voies dans le Vercors à la journée avec Yann, de Glandas, d'Archiane et puis du Montéguille, qui passe juste à côté dans la journée. La tête à Turpin, le Pertuis, le Parmelan dans la journée. Enfin, il y a eu plein de projets comme ça. Voilà, il y a une énergie qui est là, qui déborde. Et la sagesse voudrait qu'une seule ascension suffise. Voilà, on en fait 3. On pourrait faire un Mont Blanc à la cool, mais en fait, non. D'expérimenter ses capacités sur de se tester, sur un chrono, moi, je le comprends très bien. Ouais. Et je crois que l'alpinisme n'est pas du tout résumé qu'à ça, mais c'est vrai que... Non plus, oui. Cette pratique, encore une fois, chronométrée, elle n'est pas du tout nouvelle. Il faut relire dans la littérature alpine, ça fait des années. Je parlais pour rester sur la Schnellettere, ils ont fait des chronomètres hallucinants. D'accord. Donc déjà, dans les années 60... Ils annonçaient des chronos dans le refuge. Le gardien du refuge, après avoir vu leur temps, avait marqué, il avait marqué menteur. Et puis finalement, en regardant la jumelle et en voyant que ces deux énergumènes étaient descendus en ramasse, il avait barré menteur, il avait marqué fou furieux. Et en fait, même dans les fonds de vallée du Val d'Aos, ça fait longtemps que les mecs font des chronos de fou en basket. Mais avant, en fait, ça restait confidentiel. C'est-à-dire que d'être en basket à moitié à poil sur un glacier, ça se savait dans les fonds de vallée, mais on ne sortait pas les haut-parleurs. Ouais.
Bon, depuis, il y a eu certaines grandes marques annéciennes de l'outdoor, certains réseaux sociaux et certains athlètes. Et certains athlètes surtout, ouais. Mais en fait, tout ça n'est pas nouveau, quoi. C'est, d'ailleurs, avec certains temps, pas forcément très éloignés. Oui, absolument. À pas loin de 100 ans de différence, quand on connaît certains... Mais voilà, en tout cas, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. C'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, mais c'est vrai que je pense que cette pratique de la montagne est parfois alors associée à des chiffres. En ce moment, on entend pas mal parler avec le Mont Blanc et Chamonix-Zermatt, parce sincèrement, il y a une chouette émulation, un peu avant avec Yulushtek avec les trois faces nord, Tout à fait. mais aussi avec la prise de risque, où c'est aussi cette prise de risque, cet engagement qui va être vraiment valorisé. Je pense que ça fait partie de la pratique, mais que c'est finalement aussi un peu réducteur, qu'il y aurait d'autres choses à raconter, d'autres choses à mettre en avant, et d'autres choses aussi extrêmement intéressantes. Voilà, il y en a qui le font. Hein. Je suis tombé sur quelques lignes de Paul Bonhomme qui invitait aussi à ce que cette pratique de la montagne soit plutôt associée à un art qu'à une pratique. Je pense qu'il a raison. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps et que je rejoins. Et qu'il faudrait contrer certaines approches aussi journalistiques qui veulent du plus vanté, du plus raide, du plus sensationnel, dangereux, du tout seul, pour avoir d'autres choses à raconter. On en parlait, mais voilà, il y a des Andy Parkin qui, pour lui, de manière extrêmement concrète, grand alpiniste, artiste anglo-saxon, ne sépare pas la face qu'il va peindre de celle qu'il va faire en solo. Pour lui, c'est imbriqué, quoi. D'ascension qu'il va faire d'ailleurs en toute confidentialité. Bien sûr. Donc voilà, c'est aussi des très belles histoires, des beaux profils qui tranchent un petit peu avec ces notions de performance voilà, qui ont du succès et puis qui s'associent assez bien avec l'air du temps, quoi. Donc voilà, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Très bien, donc on a balayé les chronos, l'engagement aussi, le risque. Et est-ce que avec le réchauffement climatique, est-ce que tu vois que ton métier change énormément ou quelle évolution lui vois-tu ? Et moi, je vais répondre à ta question. Juste avant, je repense à une citation que moi je cite souvent pour vraiment résumer ce qu'on vient de se dire par rapport à cette pratique de la montagne. Il y a au camp de base de l'Annapurna, de la face sud de l'Annapurna, il y a la stèle d'Anatoly Boukrev, qui finalement n'est pas revenue, où sur sa stèle c'est marqué « Les montagnes ne sont pas des stades où mes ambitions s'achèvent, mais des cathédrales où je pratique ma religion. » Alors c'est très lyrique, mais voilà, je pense que le côté cathédrale et religion amène cette partie holistique où il n'y a pas de chapelle en montagne, mais il y a une connexion, il y a ce rapport vertical, il y a quand même cette volonté de s'élever, il y a ce rapport à la nature, il y a cette confrontation à la mort, tous ces thèmes finalement sont très universels et je pense qu'ils ont vraiment une place à prendre, notamment dans la société actuelle. Cette pratique de l'alpinisme, elle concerne 4 happy few qui vont mettre des crampons et des piolets, qui est une pratique souvent narcissico-individualiste, égoïsto-personnelle, bon voilà, qui a le mérite d'exister. Mais par contre, les thèmes qui s'y relient, que je viens de développer, là pour le coup, ils ont vraiment quelque chose, je trouve, de puissant à raconter dans notre société actuelle, pixelisée, digitalisée, virtualisée, où le rapport à la nature, on se retrouve à aller grimper dans les salles d'escalade, dans des boîtes de Quality Street, parce que qu'est-ce qu'on fait de ce corps, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de ce corps une fois qu'on a été assis toute la journée ? Bien sûr. On se retrouve dans des boîtes depuis un quart d'heure, mais on est fait quand même pour être dehors, on est fait pour être en action. Avant, la mort faisait partie de la vie, quand on était berger, qui avait des troupeaux, quand il y a Pépé qui décédait, il était 3 jours au milieu de la maison, les gamins tournaient autour du macabé. Tout ça est complètement occulté, on l'a vu pendant le Covid. Et du coup, cette pratique de la montagne a quelque chose à dire. Par rapport à l'évolution, oui, en haute montagne, cette évolution, elle est spectaculaire. C'est clair que c'est pas évident, quand on est dans les villes, de capter des transformations. Je pense qu'il y a énormément de gens qui en ont conscience, qui ont intellectualisé mais ils ne le voient pas. le fait qu'il y a des bouleversements, avec aussi tout le paradoxe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un système capitaliste qui est extrêmement habile pour te faire comprendre que le problème, c'est toi. Ce qui est en partie vrai.
entre des individus qui renvoient la faute vers des industriels, qui les renvoient vers des politiques, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc, bien sûr qu'individuellement, on a notre carte à jouer. Je pense que c'est aussi important, nous, en tant qu'un peu athlète, alpiniste, d'être un peu plus exemplaire, mais enfin, exemplaire dans le sens inspirant. Je vous prouve qu'en voyageant moins, je suis même plus heureux. Je vous prouve qu'en étant dans des projets locaux, je m'éclate plus que dans certaines expéditions foireuses qui m'ont coûté 10 000 balles. Voilà, ça c'est concret. Et du coup, il y a du plus, il y a une valeur ajoutée. Mais par contre, il y a quand même un système qui est extrêmement habile pour te faire croire que le problème vient de toi. Le problème est systémique. Le problème est que sans mon téléphone portable et sans voiture, je ne peux pas vivre. Et c'est quand même Coca-Cola qui a été un des premiers producteurs de plastique. Alors, haro sur celui qui va jeter sa bouteille dans la nature, mais qui a produit les bouteilles de plastique ? Qui nous a fait cette proposition de plastique ? Et là, je crois que c'est extrêmement malhonnête, quoi. Donc oui, je peux faire attention aux habits que je porte, à mettre du Made in France, du coton bio, à essayer de me priver, mais je suis dans un système qui m'encercle en fait, où j'ai aucun choix. Du coup, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est bien aussi finalement de sortir de cette forme de culpabilité, d'aller vers quelque chose qui est plus du domaine finalement de l'être que de l'avoir, mais même en termes d'intellectualisation. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette pratique de l'alpinisme, à la différence d'une littérature, d'un livre qu'on va lire, c'est que ça descend d'un étage en fait. Ça passe par le corps et les cellules. Il y a une pratique incarnée, réelle. Et là, du coup, pour l'écologie, moi qui passe du temps en montagne, on ressent intuitivement, viscéralement, qu'il y a des transformations qui sont fortes. Que ce soit au niveau des insectes, au niveau de la fonte des glaciers, de la faune, de la flore, de forêts entières qui souffrent de sécheresse, ou qui se retrouvent à choper des... Donc ça, quand on a une petite acuité, un sens de l'observation, on l'observe. Et en fait, ça peut vous terrasser. Enfin, s'il y a cette connexion à la nature et qu'il y a ce ressenti au niveau des tripes, ça peut être extrêmement dérangeant. Donc là, c'est pareil, il y a un équilibre à trouver avec tous les paradoxes qui sont les nôtres. Moi, je travaille comme guide de haute montagne avec des gens parfois qui viennent de loin. Donc, on génère du transport. Moi, je me déplace, je fais des allers-retours entre Annecy et Chamonix pour aller bosser. Je représente des marques qui sont plus ou moins vertueuses dans leur conception, etc. Donc, on est pétri de paradoxes, quoi. Sûr, ça, et comment on arrive à gérer ces fameuses contradictions ? Bon, voilà, il y a un équilibre à trouver. Mais en tout cas, oui, les transformations en haute montagne sont spectaculaires. Je ne sais plus qui disait que les montagnes nous enseignaient la patience, mais les glaciers nous rappellent l'urgence. L'urgence, tout à fait. Ce n'est pas de moi, mais c'est très bien dit. C'est bien exprimé. Et toi, tes clients, justement, tu sens qu'ils sont plus dans ce côté consommation ou au contraire, ils cherchent un peu plus de vertu dans leur pratique de l'alpinisme ? Je sais pas, ça dépend lesquels. Sincèrement, voilà, encore une fois, les gens qui peuvent aussi s'offrir des grandes ascensions sont souvent dans des postes aussi assez importants. C'est pas que des entreprises vertueuses. Ils sont pas que salariés d'assaut reconnus d'intérêt public ou général, sincèrement. Voilà, je crois qu'ils en ont conscience. On en parle. Après, ils vont être, à mon sens, à des niveaux de contradiction encore supérieurs aux miens. C'est-à-dire que dans là où ils consacrent leur énergie pour travailler, bon, voilà, c'est... Après, il y a une petite catégorie qui, par chance, sont pas trop mes clients, pour qui ces considérations n'existent pas. N'existent pas. C'est-à-dire qu'on est dans une petite frange, les fameux 1% responsables de 50% de la dégradation. Alors, ce n'est pas forcément les 8 individus qui détiennent, pareil, aussi 50% des richesses des 8 milliards. On s'en rapproche, c'est-à-dire que ça ne les concerne pas. Ce n'est pas pour eux. Et là, on est dans une jouissance absolue. C'est ce qu'un Attali va appeler les néonomades, ceux qui s'imaginent pouvoir survivre à n'importe quel endroit de la planète. Alors, ils ne sont pas en train de se construire des bunkers en Nouvelle-Zélande, mais ils ne sont absolument pas du tout concernés par ces questions. Ce n'est pas pour eux, c'est pour l'étage du dessous, les plus modestes ou les pauvres qui... Mais eux, non, pas du tout. Les voitures, les voyages, la consommation carnée, c'est la jouissance. Et c'est une population qu'on va retrouver à Chamonix, de gens qui viennent pour consommer la montagne, faire la fête.
Et on les sent absolument pas angoissés. Il n'y a pas d'éco-anxiété, mais pas du tout. Les nuits sont calmes. Ouais. Et voilà, donc non, moi, c'est pas trop mes clients. On passe beaucoup de temps ensemble, il faut qu'on puisse échanger. Il faut quand même qu'il y ait une vision un petit peu parallèle, même s'il y a des... Après, tu peux Donc, j'ai pas trop ces tu peux clients-là. les transformer aussi. On Hein. retrouve, j'allais dire, un petit peu à Chamonix, mais peut-être encore plus, bien sûr, à Courchevel ou à Val d'Isère. Ça n'empêche pas que ça puisse être des gens extrêmement sympathiques, même inspirants dans des parcours professionnels. Mais si on reste vraiment sur cette partie écologique, absolument pas. Non, c'est... Et là, oui, à eux tout seuls, quand on voit les programmes, les emplois du temps que sont les leurs ou ceux de la famille, oui, il faudrait vraiment pas que l'entièreté de la planète consomme comme ça, parce que sinon ça s'arrête instantanément. Dans 20 ans, ouais. Et justement, en tant que guide, finalement un peu leader aussi, ça pourrait pas être dans ta fonction d'aller justement essayer de les inspirer, de leur faire comprendre que ce modèle arrive à bout de souffle? Alors moi, je sais pas si je suis leader. Là, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui m'ont fait confiance pour des belles ascensions. Déjà, je suis pas le seul. Hein. Benjamin Guigonet qui nous a quittés faisait partie aussi de guides qui étaient prêts à assumer ça. Je pense à Arthur Sordoyer. Il y en a quelques-uns qui sont des guides costauds qui font des grandes courses, qui sont peut-être moins mis en avant. Donc voilà, moi, je suis pas le seul. Je pense aussi à des guides qui sont dans des courses plus modestes, mais qui sont aussi finalement des grands guides et qui ont cette capacité, cette transformation dont je parle, elle marche très bien aussi en moyenne montagne et en randonnée. Hein. On n'est pas obligé de passer par une face nord pour retrouver cette vision dont je parlais, faire passer quelque chose de puissant à ses clients. Il y a des AMM qui sont extrêmement doués d'ailleurs, qui ont souvent plus une sensibilité, une conscience de la montagne plus aiguë. Eux, ils vont pas avoir ce selfie du sommet ou ces doses de cortisone, d'adrénaline. Donc il va falloir qu'ils parlent de la faune, de la flore, tout à fait. d'un environnement, de ce qu'on y ressent, etc. Donc finalement, le grand guide n'est pas toujours celui qu'on croit, quoi. Mais quelle était la question ? Tu me disais que... Si tu n'avais pas un rôle peut-être justement d'aller former ces populations. Oui, moi je discute avec les clients, mais non, je pense qu'il y a une forme là, et c'est peut-être une forme de cynisme, mais je pense qu'il y a une forme d'imperméabilité. C'est-à-dire le discours ne passe pas. Quelqu'un qui a été dans une certaine pratique professionnelle, hein, je ne sais pas si on prend un trader ou quelqu'un qui a... Un directeur financier. Oui, alors après, c'est pas forcément des... Moi, je jette pas l'opprobre sur ce type de profession, mais je sais pas, ou même quelqu'un qui bosse dans les OGM, je sais pas, des choses qui, moi, ne me font pas trop rêver. Ou les AI. Je crois qu'il peut y avoir avoir quelque chose d'extrêmement puissant en montagne, mais même un trekking au Népal, être... Parce que justement, des fois, ils ont ces besoins-là. Je crois qu'en revenant... Ça ne les change pas. Non, je crois qu'en revenant, il va tranquillement reprendre sa casquette et garder sensiblement le même cap. Ouais, le même cap. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, des 13-18 ans. Où là, quand c'est avec des gamins, ça peut les changer. Là, on sent vraiment qu'il y a une capacité à modeler, à inspirer, où là, on est au début de l'histoire. Mais quand on a monté notre projet Ocean Peak avec Martha Guémes et Benoît Lacroix, il y avait une partie aventure perso mer-montagne. Il y a toute une partie sociale qu'on a montée aussi. On a emmené des gamins en mer, en montagne, pour des séjours de rupture, qui est une association aujourd'hui dans laquelle moi j'ai mis de la distance, sincèrement, je m'en occupe vraiment plus du tout, mais qui compte 6 salariés, donc qui est une vraie réussite à La Rochelle. Et dans le début du projet, on imaginait emmener des chefs d'entreprise en séjour de rupture, pour leur dire, les gars, là... Allez-y. Et en fait, je pense que c'est bien qu'on l'ait pas fait. Ça n'a pas marché. Bon, déjà, notre projet était complexe. Il y avait une partie aventure, une partie sociale, ce qui était déjà pas évident à comprendre. Maintenant, c'est que social. Hein. Ocean Peak, c'est que des séjours pour des gamins, des formations. Mais voilà, c'est que la partie sociale. Mais si on avait rajouté la partie entrepreneuriale à vouloir transformer des chefs d'entreprise à travers une prise de conscience, sincèrement, je pense que ça aurait pas marché. Après, il y a quand même une mutation. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises, bien sûr. De la finance, des émissions. Ils doivent aussi financer ce genre de projet, exactement. C'est ça. Après, comme tu dis, après, il y a une frontière
qu'un Clément Sénéchal va poser de manière radicale, où lui il va parler d'écologie du spectacle en fait. Pour lui, c'est soit la fin du capitalisme, soit l'écologie du spectacle. C'est-à-dire du vent. Entre les deux, pour lui, il n'y a rien. Y a pas grand-chose. C'est de la trompette. Ce sont des airs de flûte, quoi. Ou du greenwashing. C'est ça, on essaye de nanani, nanana. C'est soit on change ce système capitaliste. qui est ce qu'il est, qui est accessoirement d'une extrême violence. Alors dire c'est le meilleur de tous les systèmes. Ouais, faut en discuter, parce que c'est déjà d'une extrême violence, avec un certain nombre de morts. Nous, on est du bon côté, donc ça se passe bien pour nous, mais... Donc c'est soit on sort de ce système-là, ce qui semble pas être au goût du jour, soit le reste, lui il est extrêmement radical. Hein. Il a travaillé pendant 15 ans pour Greenpeace, des associations comme ça, donc il en est vraiment revenu. Bon voilà, il y a un entre-deux, mais je le disais, comment on arrive à se positionner, comment on arrive à faire sa part du colibri, évoqué par Cyril Dion ou Pierre Rabhi. Tout ça est complexe. Hein. Mais je pense que c'est bien aussi d'être à la fois en joie, c'est-à-dire d'être dans des actions finalement qui nous remplissent, et d'être dans l'action accessoirement, et puis d'être en accord avec soi-même. Oui. C'est déjà pas mal. Quoi. Hein. Ouais. Il y en a aussi pas mal qui passent du temps à énumérer ce qui déconne sans absolument rien faire. Bon, c'est pas hyper productif finalement. Et sans vivre à côté. Dire, écoute, prends l'avion, vis, profite... Une philosophie plutôt bouddhiste. Parce que là, tu prends l'avion, il n'y a pas d'effort particulier, mais par contre, t'en parles beaucoup et finalement, c'est pas hyper positif non plus. Donc voilà, je pense que c'est à chacun de trouver un équilibre. Moi, j'ai pas de solution miracle. Mais oui, moi, j'essaie les gens que j'emmène, de pouvoir les toucher à travers l'action, à travers un environnement. Que ça passe, des projets, que ça passe par l'intérieur, que ce soit pas que intellectualisé, mais que on se dise... ce terrain de vie, ce terrain d'expression qui est beaucoup plus large qu'un terrain de jeu, qui est une expression moi, qui me plaît pas beaucoup, que ce terrain de survie, pour certains, ils attendent leur course en montagne, ils en ont besoin, voilà, qu'on en prenne soin. Et ça passe aussi par un certain rapport au silence. On a un massif du Mont Blanc, alors l'idée c'est pas de le sanctuariser, hein. Moi je veux pas arrêter tous les vols commerciaux en hélicoptère qui participent d'un équilibre dans la vallée, ce que je comprends très bien, ou même de pouvoir survoler ce massif dans un petit avion, je sais que c'est extraordinaire. Mais là, on a un peu l'impression que c'est bienvenu dans les années 80. Quoi. Il ne s'est rien passé. Il y a énormément de pratiquants de tous les styles qui viennent parfois marcher des heures pour retrouver un petit peu un certain rapport au silence. Bon, il y a peut-être quelque chose à imaginer. Peut-être que ça peut être les vendredis, samedis, dimanches, par exemple, de circonscrire un petit peu ça pour que chacun puisse s'y retrouver. Bon, non, là, pour l'instant, tu touches à rien, quoi. C'est moi, je viens avec mon avion, je vais faire des touch and go avec mon copain derrière, sur le glacier de l'Échaud, du Trian, du Tour, comme dans les années 80, quoi. Toi, ça fait 6 heures que tu marches, tu es au fond du glacier d'Argentière, et là, il va y avoir le même avion qui va passer 15 fois. Bon, pour moi, c'est insupportable et c'est complètement asymétrique. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quand même quelque chose à imaginer. Et après, pour le coup, en parapente, pour des questions de secours, tu ne peux plus survoler le massif du Mont Blanc de tout l'été. Juillet-août, Bon, voilà, là, l'arc alpin est extrêmement fréquenté, quoi. Il y a beaucoup de monde. Pratique de l'héliski en Alaska ou au Canada, moi, ça ne me fait pas rêver particulièrement, mais les étendues ne sont pas les mêmes que dans les Alpes. Je pense que dans les Alpes, ça ne fonctionne pas très bien, quoi. Dans le Val Grisanche ou même en Suisse, il y a trop de monde. Les Alpes sont trop petites pour toute la population européenne, cette pratique-là, mais c'est du bon sens. Et l'idée, c'est pas d'être contre, anti. Enfin, moi, je comprends que ce soit une pratique qui puisse être fun, mais il faut choisir ses endroits. Et là, c'est vrai que l'hélicoptère, alors je parlais du massif du Mont Blanc, mais même en Suisse, la dernière fois que j'étais en face nord du Cervin, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais revenir ? 2 ou 3 hélicos de tourisme qui tournaient en permanence. L'impression que c'était la guerre du Vietnam. Enfin, pour moi, ça a vraiment coloré de manière négative l'ascension. D'accord. Donc Christophe, on a vu tu nous as parlé des Grandes Jorasses, mais alors tout de suite après, quasiment, tu as enchaîné une course avec l'Eiger, et là, cette fois, donc un compagnon qui avait 70 ans. Ouais, qui va les fêter dans pas longtemps. Ou qui les fête bientôt. Serge Béguin, l'ancien gardien du refuge de la Dandoche, une figure du Chablais, on peut dire. Ouais, carrément. Tu peux nous dire un peu alors comment ça s'est passé ? Parce que c'est pas du tout le même âge en reprenant les messages, je crois que ça fait 3 ans qu'on en parlait. Okay. Et là, c'est pareil, on attendait des conditions un peu favorables. Et là, on s'est dit qu'à force d'attendre,
le temps passe, j'allais dire pour moi, mais accessoirement aussi pour lui. Plus vite pour lui. Et là, on est parti il y a vraiment pas longtemps, hein, ça fait 2 semaines, où je savais que les conditions ne seraient pas parfaites, avec une face assez sèche, un ISO assez haut aussi, ce qui me mettait pas tranquille dans ces faces calcaires qui peuvent être soumises aux chutes de pierre. Bon, finalement, le souci n'est pas du tout venu de là, c'était assez sain. Il y avait des gros gradients, des grandes différences de température, où finalement il faisait quand même vraiment froid la nuit, mais assez chaud la journée dans la face. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Mais oui, ça a été une face nord qui se mérite. Encore une. On est parti sur une stratégie un peu différente. On est parti en début d'après-midi pour dormir dans le trou d'accès du tunnel, là, ce fameux trou qui est dans le premier quart de la voie, mais qui permet le matin de ne pas chercher son itinéraire dans ces pentes un petit peu paumatoires. Finalement, on était là-bas à 15h, donc on a enchaîné avec ces passages mythiques de l'Eiger, la fissure difficile, la fameuse traversée Intertoiser et les cordes fixes dont on bénéficie aujourd'hui. Et voilà, il a fallu déjà bien batailler juste après, là, dans une espèce de petite goulotte entre les premiers et deuxièmes névés, là, où c'était assez engagé, pas facile. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et ça nous a bien occupés. On était un peu au soleil d'ailleurs, et on arrivait au fameux bivouac de la mort, au pied de la rampe, assez tard, vers 20h, qu'il a fallu creuser, faire fondre la neige. Donc on a éteint nos petites frontales, il était 11h30, minuit, quoi. Donc ça faisait finalement une grosse journée. Énorme journée, Et le lendemain, on a quand même dépassé une cordée d'Espagnols. Donc oui, Serge était en pleine forme. Il a un sac à dos un petit peu plus lourd que le mien. Finalement, un duvet que j'avais pas totalement vérifié, il n'aurait pas fallu plus lourd. Tapis de sol, le camelback un peu gelé. Enfin, voilà, des petits détails qui prennent pas mal d'importance. Après une mauvaise nuit à se prendre de la neige sur le sac de couchage, là, bon voilà, il a fallu s'employer à ce passage de la rampe, de toute cette diagonale qui peut être tout en neige ou en neige quick là, qui permet la progression, qui était assez sèche. Et voilà. Et une autre cordée qu'on a quand même pu dépasser, il n'y avait que 2 cordées dans la phase d'amateurs, il n'y avait pas de guide, pas de guide client dans ces conditions-là, qui nous ont quand même laissé passer, qu'on a dépassé. Donc voilà, moi je trouve toujours qu'on est trop lent et qu'il y a des passages un petit peu longs et laborieux, mais la vérité c'est qu'il allait très bien, solide physiquement, solide moralement. Trop bien. Des fois dans la verticalité, j'aurais voulu que la corde avance un petit peu plus vite, mais ça c'est mon petit côté empressé, énervé. Mais non, super. Et voilà, on est arrivé, il a fallu encore être dans les pentes de glace du sommet. Cette arête aussi que je voyais plus courte, là, quand on arrive à 3009, on commence à sentir un petit peu l'altitude. Et là, il y a eu beaucoup d'émotions. Cette course, je crois que ça fait vraiment des années qu'il en rêvait. C'est ses 2 enfants, c'est ses enfants, ses 4 enfants qui lui offraient. Parce que accessoirement, il y a aussi un engagement de ce côté-là. C'est pas anodin. Donc il y avait un effort collectif, un petit peu de toute la famille. C'est génial. Donc la décharge émotionnelle au sommet a été là encore à la hauteur de la face mythique, quoi. Excellent. Et donc mon but, c'est aussi d'arriver à les faire pleurer. Mais souvent, je me fais avoir en même temps qu'eux. Je me fais avoir en même temps qu'eux et je pleure avec eux. Donc non, c'est des moments exceptionnels. Serge, il va fêter ses 70 ans dans pas longtemps, donc je sais qu'il va y avoir une bonne fête. Je soupçonne d'être invité d'ailleurs. Si c'est pas le cas, ça va vraiment mal se passer. Et voilà, donc je pense que là, ça fait 2 semaines. Moi, je l'ai eu. Non, même moins que ça. Là. En tout cas, il y a encore 1 semaine, il me disait qu'il n'était pas redescendu. C'est vrai, d'accord. Waouh. Voilà, c'est génial. Alors là, je parlais de verticalité, mais c'est des moments qui s'inscrivent sur la frise du temps verticalement, quoi. On n'est pas le temps passé dans des phases comme ça, c'est pas le temps de l'écoulement, c'est pas le temps de la frise. C'est une densité du temps où c'est à peine 48 heures vont prendre une densité très particulière et une place particulière dans l'existence. Donc voilà, moi je suis chanceux de pouvoir partager ça avec eux. C'est des belles émotions partagées, quoi. Et il rêve encore d'autres choses, Serge ? Non, je sais pas. Bon, je crois que c'est Jim Donini qui disait que la plus grande qualité pour un alpiniste,
c'était d'avoir une mémoire courte. Mémoire courte, pour pouvoir repartir tout de suite. C'est-à-dire que quand t'es dedans, Ouais. et moi le dernier, là, dans la dernière Fast and Lager, je me suis dit, ouh, c'est peut-être la dernière. Ah ouais. Ou pas sûr que je revienne tout de suite là avec un client. Ok. Bon là, ça fait 2 semaines, je me dis que sur un malentendu, Pourquoi pas, une bonne avec condition. quelqu'un de costaud et ouais. les bonnes conditions, donc voilà, D'accord. il faut avoir cette mémoire courte. Mémoire courte. De passer de plus jamais, on Plus est dans jamais. une galère où, Mais c'est ça qui où fait. tu te dis qu'est-ce que je qui fais fait là vibrer, à exactement. quand est-ce Oh, qu'on quand y est-ce qu'on y retourne. retourne? Mais c'est toujours Quand est-ce pareil. qu'on y hein. retourne, donc, Dès qu'on est redescendu, on va y retourner. Mais oui, en tout cas, là, je pense qu'il est, il est galvanisé pour un moment. Donc j'espère qu'on va pouvoir se réencorder ensemble. Bah ouais, trop bien. Carrément.